moitié au camp d'Argelès et pour l'autre moitié au camp de Saint-Cyprien. Et il y avait à ce moment-là 50 nationalités. Est-ce qu'on peut passer à la diapositive suivante? Donc ces brigadistes vont être envoyés au mois d'avril et de mai sur le camp de Gurs. Vous le savez, le camp d'Argelès ferme temporairement fin juin 1939 pour être réaménagé durant l'été et rouvre au mois de septembre avec des premières baraques et essentiellement, alors, et quasiment uniquement, des Espagnols, puisque le camp de Saint-Cyprien était un camp internationalisé. La deuxième rupture, ça va être au mois de mai et juin 1940, avec le transfert sur le camp d'Argelès, lors de l'attaque allemande, de militaires belges, d'unités polonaises, tchèques et françaises, ainsi que d'autres étrangers, et vous aurez à ce moment-là l'explication de l'histoire de la famille Goldberg, dont une vingtaine de personnes s'est retrouvée pris dans la nasse de l'Exode au camp d'Argelès. Troisième période, donc c'est Vichy, entre juillet et août 40, avec l'arrivée des étrangers du nord de la France et l'expulsion d'Alsace-Lorraine des nomades, qui étaient donc français, et qui seront progressivement internés dans les camps du sud, dont celui d'Argelès-sur-Mer. Diapositive suivante. Cette politique de Vichy va être actée en octobre 1940 par une directive de Marcel Pérouton, qui était ministre de l'Intérieur, concernant l'internement des étrangers dangereux pour l'ordre public ou en surnombre dans l'économie nationale. Le camp d'Argelès est destiné aux étrangers qui sont présentés comme non dangereux, les dangereux étant envoyés à Vernet et à Brens, et en surnombre. Il y a plusieurs catégories d'étrangers qui sont concernés. Les étrangers dont les pays sont occupés par les troupes allemandes, polonais, tchécoslovaques, danois, norvégiens, belges, luxembourgeois et hollandais. Les réfugiés allemands, ex-autrichiens, tchécoslovaques et originaires de la région des Sudètes. Les étrangers de l'Europe sud-orientale, les Espagnols en surnombre, les Russes, Estoniens, Lituaniens, Lettons, Arméniens et Géorgiens, les Anglais, les Suédois, les Finlandais et d'autres nationalités, ainsi que des Français. Diapositive suivante. À partir de ce moment-là, le camp d'Argelès va réellement s'internationaliser. Au même moment, il y a à Saint-Cyprien un camp que tout le monde a oublié, qui était un camp qui était destiné aux Juifs étrangers qui a été expulsés de Belgique au mois de mai 40 et qui se sont retrouvés pris au piège au camp de Saint-Cyprien. Ce dernier va être dévasté par la Higoite et va être fermé. Et une partie de ces Juifs vont être envoyés au camp d'Argelès. Parce qu'il faut bien comprendre que quand on parle du camp d'Argelès, en fait c'est les camps d'Argelès. Tellement il y a eu de périodes et de différents îlots qui ont été aménagés au fur et à mesure de l'administration. Et dans ces îlots, il y a eu deux îlots, un îlot juif et un îlot qui était destiné aux nomades, donc aux gitans français. À ce moment-là, vous allez aussi avoir la formation des groupements de travailleurs étrangers au camp d'Argelès qui vont mobiliser certains étrangers non espagnols. En janvier 1941, une partie des internés d'Argelès vont être évacués et là on va créer un camp de surveillance pour prestataires étrangers et dans les GTE on va retrouver des Polonais, des Belges, etc. En avril 1941, on va supprimer le camp des internationaux. Le camp des internationaux, c'était un camp pour les anciens brigadistes non dangereux, on va présenter comme tel, qui vont être pour partie déportés dans les camps d'Afrique du Nord et pour l'autre envoyés sur le camp du Vernet d'Ariège. Au printemps 1941, il va y avoir l'envoi aussi en zone occupée de nombreux internationaux et espagnols du camp d'Argelès, ce qui fait que des hommes vont se retrouver pris au piège. Vous le verrez plus tard. Et enfin, en juin 1942, la fermeture d'Argelès et le transfert des derniers internés au Barcarès. Ça, c'est pour la chronologie. Maintenant, je vais vous montrer 4-5 documents pour illustrer ce que vous allez entendre après. Donc, diapositive suivante. Ça, c'est un témoignage d'un ancien brigadiste pour le procès d'Auschwitz en 1947, et c'est donc une déposition qui a été faite à Cracovie, et qui explique très bien, alors c'est peu lisible, mais il dit, quand il parle d'Argelès, il dit, en parlant de Gurs, donc lui est arrivé Espagne, Saint-Cyprien, Gurs, et lors de l'avancée des Allemands, il dit, on a été déplacé lorsque l'offensive allemande contre la France avait déjà commencé dans le camp d'Argelès-sur-Mer. Cependant, certains groupes ont été transférés dans un camp disciplinaire, c'est le camp du Vernet. Dans ce camp, Argelès, on nous a affamés, on nous empêchait de faire nos courses alors que nous avions de l'argent. Après la capitulation, les Français voulaient nous envoyer de ce camp en Afrique. Craignant d'être employés à la construction de la ligne de chemin de fer transsaharienne, nous nous sommes enfuis d'après un plan préalablement conçu, etc. Seuls sont restés en France ceux qui, sous un faux nom comme moi,
s'étaient enfuis du camp. Les fuyards ont été repris et internés dans des camps spéciaux, similaires aux prisons, où les conditions de détention étaient très dures et où on nous battait très fort. Par conséquent, n'ayant d'autre choix, nous nous sommes constitués volontaires pour partir travailler en Allemagne, suivant les conseils de l'organisation. J'en faisais partie. J'ai déclaré de nationalité espagnole et de confession catholique. J'ai été engagé comme menuisier en France occupée, dans des conditions dites de liberté. J'ai travaillé 2 mois et demi avant de fuir. Puis il va être arrêté par la Gestapo, par la police française, interné donc à Drancy et envoyé à Auschwitz, d'où il s'évadera en 1945. Et son témoignage sera l'un des témoignages qui va faire condamner les responsables d'Auschwitz. Donc vous voyez qu'un étranger, un brigadiste, considéré comme non-juif à l'époque, a été pris au piège dans le système des camps français de la République, et quand Vichy est arrivé, ça a été très facile de pouvoir contrôler et de pouvoir sortir des camps des juifs étrangers pour les mettre dans un autre système qui était le système de la collaboration. Donc diapositive suivante. Ceci, c'est des procès-verbaux de recherche de juifs au camp d'Argelès. Et vous voyez à gauche, c'est des Allemands, à droite, donc c'est des documents de février 41, et vous voyez, alors ça se lit mal, je m'excuse, mais on voit allemand, donc juif, demi-juif, arien, ex-autrichien, tchécoslovaque et polonais. Et donc en février 1941, au camp d'Argelès, il y avait une recherche des personnes juives. Document suivant. Alors ça, c'est pour faire écho avec la conférence de tout à l'heure et pour bien expliquer qu'une partie de l'opinion française à l'époque avait une vision très, très genrée de ces gens dans les camps qui étaient considérés comme des gens dangereux. Ça, c'est un article de Gringoire, qui est un journal d'extrême droite, écrit par un journaliste nord-catalan, et qui parle de la Méditerranée, il dit dans cette région, etc., etc., et il parle d'Argelès, février 41. La plupart de ces internés sont des Espagnols de l'ancienne armée rouge. Il y a aussi des Juifs, des Tchèques et des Polonais. Ces internés n'ont guère le goût du travail. Ceux qui avaient envie de travailler sont repartis dans des compagnies de travail qui réparaient les routes inondées à Varnay-les-Bains et à Milly-les-Bains. Garderons-nous et nourrirons-nous longtemps encore ces indésirables, plus habitués à manier le pistolet et la bombe que la pelle ou la pioche, alors que nos enfants, nos femmes et nos malades manquent de lait, de viande et de pain. Sait-on que seul le camp du Barcarès a coûté plus de 50 millions à la France, plus de 1500 francs par milicien rouge logé, il a fallu 8 ingénieurs, etc. Celui d'Argelès nous a coûté encore plus encore. Donc vous voyez qu'en février 41, la presse, lorsqu'elle parle d'Argelès, évoque les Espagnols rouges, mais aussi les Polonais, les Juifs ou les Tchèques. Diapositive suivante. Ça, c'est des documents qui illustrent la liste des différentes nationalités à Argelès en mai 41, c'est à gauche, et vous voyez qu'il y a une trentaine de nationalités. Et en octobre 41, à droite, et là il n'y a plus qu'une quinzaine de nationalités. Mais c'est pour bien vous montrer que c'est différent, en fait c'est autant d'histoires individuelles, d'histoires collectives, mais qui peuvent être séparées, mais qui rentrent dans une même logique, qui est une logique d'exclusion, d'exception, qui va être développée en fait de la République à Vichy. Donc maintenant je vais arrêter de vous faire un cours d'histoire, ça pourrait encore durer, je vais passer la parole pour commencer à Jérôme Bonin, qui est le responsable de l'association du Mémorial des Nomades de France, avec qui le Mémorial d'Argelès travaille, puisqu'on a eu à cœur d'expliquer comment les nomades français ont été victimes justement de cette politique d'exclusion. Et il va vous présenter donc le témoignage de Louis Peuclair. Je vous remercie. Bonjour, déjà je vous remercie pour votre invitation et je voudrais vous prier d'excuser la famille Peuclair qui n'a pas pu venir parce qu'elle est frappée d'un deuil et que voilà, donc ils m'ont demandé de les représenter. Alors, pour très rapidement expliquer la situation, pourquoi les nomades se sont retrouvés internés en France et ce que c'est que les nomades, je vais aller très vite. En fait, le monde du voyage est un monde extrêmement hétérogène. On considère souvent que c'est ce que vous appelez des tziganes, mais c'est un mot qu'on n'utilise absolument jamais, nous. Voilà, au sein du monde du voyage, vous avez plusieurs ethnies qui correspondent à la nation romanie, plus à côté de ça, donc, dans lesquelles vous avez ce que vous appelez les manouches, donc les Sintés, ce que vous appelez ici les gitans, donc qui sont les Calais, et les Roms. À côté de ça, vous avez des voyageurs qui sont originaires du bassin suisse-alémanique, qui sont arrivés sur le voyage à la fin de la guerre de 30 ans, en gros, qui sont les Yéniches. Et à côté de ça, vous avez
ce qu'on appelle ici les paillots, donc les paysans, les gradgés, voilà, qui sont souvent des gens qui, à la fin du 19e siècle, se sont retrouvés en rupture de banc sociétal, économique, etc., et qui se sont retrouvés sur le voyage avec nous. Voilà. Cet ensemble-là, la France a cherché à la contrôler de manière très importante à partir de la fin du 19e siècle, un premier grand recensement en 1895. Il y a des débats parlementaires. En 1912, on aboutit à une loi, qui est la loi du 16 juillet 1912, où on crée une catégorie administrative, qui est celle des nomades, voilà, puisque évidemment il y a un hiatus entre le propos républicain qui est de ne pas reconnaître d'ethnie à l'intérieur de la République française, puisqu'elle doit être une et indivisible, mais quand même on passe outre à ces beaux principes et on crée une catégorie ethnique qui ne dit pas son nom, puisqu'on met dedans les nomades. La loi est durcie tout au long de l'entre-deux-guerres. On a une petite répétition générale en 1914-1919 où on interne un certain nombre de personnes, principalement originaires d'Alsace-Lorraine, pour le prétexte fallacieux on pense, d'espionnage au profit de l'Allemagne. Et tout le monde est concentré finalement au camp de Crest dans la Drôme. J'en parle parce que dedans, par exemple, naît Joseph Reinhardt en 1916, qui fera 9 camps et qui mourra en 1943 au camp de Salier, à côté de Arles. Ce qui veut dire que quand on arrive en 1940, toute cette population-là, qui a des obligations de se présenter en gendarmerie ou en mairie ou au garde-chasse de chaque ville dans laquelle il passe, au départ et à l'arrivée, on sait exactement où ils sont. Et le 3 octobre 1940, le 6 avril 1940, excusez-moi, il y a une circulaire du président Lebrun qui dit qu'on va donc assigner à résidence l'ensemble de la population nomade de France. Alors à l'intérieur de ça, en fait, ce qui se produit, c'est que dans la catégorie administrative nomade qui existe depuis 1912, évidemment en 1940, on a beaucoup de gens d'origines très diverses. Vous avez des Kabyles, vous avez des Chinois originaires du sud de la Chine qui étaient venus déportés pendant la Première Guerre mondiale, travailler dans les usines d'armement en France. Vous avez d'anciens tirailleurs sénégalais qui ont été démobilisés et qui se sont retrouvés sur le carreau en France et qui ont été versés dans cette catégorie. Mais bien évidemment, qu'est-ce qui se passe au moment où on veut appliquer cette circulaire? On fait une sélection ethnique à l'intérieur, et évidemment, qui va être pris et qui va être assigné à résidence, puis interné dans des camps, ce sont évidemment des Manouches, des Sintés, des Roms, des Calais, des Yéniches, voilà, des Forains aussi. Par rapport à l'histoire ici d'Argelès, vous avez aussi un certain nombre de personnes, dont des Calais qui viennent d'Espagne, qui sont pris dans le mouvement de la retirada et qui arrivent ici comme espagnols, réfugiés espagnols. Ils seront par la suite, au fur et à mesure qu'ils changeront de camp, criblés, identifiés comme gitans, et à ce moment-là, envoyés dans des camps spéciaux pour eux, à Lannemezan, à Gurs, à un moment, ou à Rivesaltes, et après, par la suite, à Salier. La famille, voilà, pour faire un petit tableau. Ici, en fait, dans le sud et principalement à Argelès, les premières familles qui arrivent, d'abord elles arrivent à Agde, dans l'Hérault, ou à Saint-Cyprien. Mais très rapidement, c'est Argelès qui est la grande destination dans laquelle les préfets envoient un maximum de monde. Donc tout à l'heure, Grégory vous expliquait que en 1940, une partie de l'Alsace et de la Moselle avait été vidée par la Kripo, donc la Kriminalpolizei allemande, des populations dites nomades. Donc ces populations sont passées dans 2 camps dont on a retrouvé la trace dans les Vosges, à côté de Thann par exemple, où les personnes ont été sélectionnées et envoyées pour partie, c'est-à-dire qu'on a vidé des villages entiers d'Alsace, et on a donc envoyé une partie des familles ont été séparées, une partie des familles sont parties vers Thonon-les-Bains, et une autre partie est partie à Migné, dans l'Indre, à côté de Châteauroux. Il se trouve que Châteauroux était sur la zone côtière et que, à ce moment-là, on a décidé que tous les départements côtiers dans lesquels on avait interdit aux forains et aux nomades de circuler, ça commençait à poser des problèmes puisque les populations ne pouvaient plus se nourrir, vaquer à leurs occupations, travailler. Donc à ce moment-là, les préfets ont demandé à ce qu'on envoie les personnes qui étaient là dans les camps du sud de la France, qui existaient, et où il y avait en effet beaucoup d'Espagnols qui étaient déjà là. C'est comme ça qu'ils sont arrivés ici au départ. Donc il y a une déportation de l'Est de la France principalement qui se fait.
Pour la famille Burkler, alors eux, ils étaient... Alors la famille Burkler, donc c'est une famille de Cinti-Piémontais. Les Cinti-Piémontais, donc ils sont en partie d'Italie et en partie de Suisse à l'origine. Ce sont des gens qui exercent le métier de forain, en partie. Le père de Louis Burkler, Raymond, lui, était horloger itinérant. Voilà. Ils sont arrêtés à Pamiers, où le père, à ce moment-là, Raymond, travaillait à la fonderie de Pamiers, qui est une grosse usine qui existe toujours aujourd'hui. Ils sont arrêtés par la police française et ils ne se comprennent pas pourquoi. Et je crois que dans la partie du documentaire qu'on va voir, la partie de l'entretien avec Louis Burkler qu'on va pouvoir diffuser en avant-première, parce qu'on n'a jamais montré à personne, je crois qu'ils disent que c'est par erreur. Voilà. Et ça, c'est très symptomatique de tout ce que les personnes du voyage ont vécu en France. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont internés, pourquoi eux, Français, sont internés, et pourquoi on les met avec des étrangers. Voilà. Il y a une incompréhension complète là-dessus. Donc ils sont pris, ils sont envoyés à Argelès au départ. La famille, donc, à l'époque, compte Raymond Burkler le père, Cécile Delaurier la mère, et 4 enfants, plus la petite Émilienne qui va naître au camp d'Argelès. Ensuite de quoi la famille sera probablement tout début... Alors ils sont probablement fin décembre, début janvier 41 internés à Argelès, il faut qu'on vérifie, on n'a pas la trace encore. Et ils sont versés au camp de Rivesaltes le 6 juin 42. Il y a un gros mouvement là, à ce moment-là. Donc à peu près tous les nomades qui étaient à Argelès, de toute façon, passent sur le camp de Rivesaltes. Et ils arrivent à s'échapper du camp de Rivesaltes le 6 août 1941, avec probablement la complicité de gardiens français qui détournent la tête. Voilà. Voilà. La famille... Cette cellule familiale-là n'a pas connu de personnes décédées en internement ou en déportation pendant la guerre, mais un certain nombre de leurs cousins ont connu cela. Je pense aussi à leurs cousins les Forel, chez qui je serai dans 2 jours. Ce que je sais aussi pour ces gens-là, c'est que on dit souvent, oui, mais vous en parlez pas. C'est faux, c'est qu'on n'en parle pas avec n'importe qui, par contre, parce que les gens en parlent, voilà. Et les conséquences sur la vie des personnes a été absolument terrible. Moi, j'ai vu les corps des gens avec les marques des coups encore aujourd'hui, et les attitudes des personnes qui avaient parfois des attitudes inhumaines avec leurs enfants, mais tout le monde dans la famille, au début, ne disait rien, parce que tout le monde disait, avec tout ce qu'il a subi, on va laisser faire, on va laisser passer. Voilà. Donc on peut envoyer la partie du documentaire. Merci.